chers collègues, chers étudiants, respectable audience, donc, comme vous le voyez, donc, la communication intitulée la gestion linguistique, une caractéristique majeure de la société 3D linéaire, m'importe donc de faire des petites précisions avant de proposer ce que j'ai à dire aujourd'hui. Alors, tout d'abord, je travaille dans le cadre de la transdisciplinarité, de la polyvalence, donc c'est un peu de tout, la sociolinguistique relationniste interactionnelle, la pédagogie de la complexité, qui est un nouveau champ disciplinaire que nous avons créé, entre guillemets, au sein du laboratoire LCP à Marrakech, la didactique, la communication. Donc j'en passe. Donc un petit mot sur la société du troisième millénaire. Donc aujourd'hui, une poignée de pays dits développés a déjà inauguré son passage d'une société de production à une société d'information et de savoir, alors que la majorité de l'humanité dans le continent africain a commencé par l'Afrique du Nord et s'étend bien que mal d'entrer dans l'ère de l'industrialisation. Donc si le capital a pris la place des ressources naturelles il y a 2 siècles, la prédiction, mais aussi la nécessité des sociétés post-industrielles ou dites post-industrielles et l'information. Donc, quelques caractéristiques de cette société, la société troisième millénaire, donc l'information est la matière première de la connaissance. L'information est devenue l'élément clé de tout projet sociétal et est devenue à la fois source et instrument des pouvoirs politiques, économiques, sociaux, culturels, scientifiques au niveau national et international. Alors, la société du troisième millénaire nous impose de nous poser des questions. Comment un pays comme le Maroc, possédant certes des ressources naturelles, mais qui sont mal gérées, car nous participons très faiblement à la distribution des richesses nationales, et un potentiel humain par une véritable richesse très affaiblie et handicapée par l'ignorance, la pauvreté, et prédestiné à un futur sans que si bien était dans l'urgence, il faudrait que nous restions au diapason de cette société post-industrielle. Alors, la société du troisième millénaire montre un peu le fossé entre le nord et le sud, quoique cette notion est en train de changer. En matière de technologie d'information, elle a atteint son paroxysme. Il est donc urgent de procéder à une transformation foncière très profonde qui prenne en considération l'impact des technologies d'information sur le développement. Selon Mehdi Majara, l'un de mes maîtres à penser, certains éléments dont ce rôle capital peuvent jouer les ressources humaines, c'est le rôle fondamental de la recherche et du développement, la dimension essentielle des valeurs socioculturelles et surtout la transformation des structures mentales par l'éducation. Donc, vous voyez bien que ce qui m'intéresse ici, c'est surtout le mode de l'éducation. Il est clair qu'un pays comme le Maroc fonctionne à plusieurs vitesses, puisque une petite frange de notre société peut prétendre à une certaine postmodernité et un peu plus importante que la première, donc peut se déclarer moderne entre guillemets, mais la majorité écrasante de notre société semble un peu dans ce qui est le monde traditionnel. Il ne suffit pas de démocratiser l'information, laquelle est devenue la matière première de cette société, mais de faire en sorte qu'elle se transforme en savoir accessible à tous et à toutes. Problème. Notre système éducatif fait face au problème éternel des langues de l'enseignement. Je précise que ce n'est pas le seul problème, mais c'est l'un des plus saillants. Alors, cette société du troisième millénaire, c'est de l'information et du savoir, donc on est procédé de progrès technologiques. Donc ces progrès s'ajoutent aux bouleversements politiques, militaires, socio-économiques pour inaugurer une nouvelle ère dont les mots d'ordre sont brassage, mélange, voire un métissage sans précédent de toute façon de l'histoire de l'humanité. Ces brassages et son corollaire, contact de langue, l'un des mots-clés de ce colloque, aboutissent à des contextes si mouvants et dynamiques que les sociolinguistes sont protagonistes doivent jeter un regard neuf sur les phénomènes de plurilinguisme complexes qui en découlent. Cette société ne cesse de progresser et de s'ouvrir au point que l'histoire évolue à une vitesse exponentielle. Donc ces brassages de population sont de plus en plus favorisés et complexes. Mais sur le plan de la recherche, tout reste à faire à refaire à cause d'une certaine inertie épistémologique dont je vais parler tout à l'heure, qui continuera à se manifester tant que nous n'avons pas revu certains concepts fondamentaux et incontournables pour approcher, étudier, analyser ces situations de contact plus azimuts. Alors, les contacts de langue. Déjà, une petite précision. Mon point de départ
c'est de dire un peu la linguistique dont nous parlons aujourd'hui s'est érigée sur le modèle sociopolitique et cognitif occidental nord-américain, euro-nord-américain. La Révolution française et les Lumières ont promu la construction de l'État-nation en forgeant une alliance qui fonde plusieurs entités en un alliage d'airain, un territoire, un État, une nation, une culture, une langue. Vous aurez compris que ceci est contraire à la diversité. Donc, trois courants majeurs animent le champ de contact des langues, un courant dominant structural générativiste, à ambition universitaire, un courant dominant interactionnel, dans l'instant d'intérêt d'études jusqu'en interaction. Enfin, un courant dominant sociopolitique qui prend une approche critique visant d'une part à déconstruire le fondement idéologique de la linguistique occidentale et d'autre part à articuler la question de contact de langue et limitation sociale en cours, la mondialisation, je la mets entre guillemets parce qu'elle véhicule des connotations parfois qui sont préventionnelles. Les avis et théories donc divergent et fusent au point qu'un consensus d'ordre technologique est préalable à toute tentative scientifique visant à l'aboutissement des théories unifiées. Dans cette perspective, nous prétendons, donc ce que j'ai évoqué tout à l'heure, que les concepts de bilinguisme et diglossie, qui rappellent un peu le plurilinguisme, sont désuets et obsolètes. Nous les avons revisités dans l'espoir de stimuler un nouveau débat scientifique, humain, réaliste et plus respectueux de la complexité sociale et linguistique, dont les résultats devraient avoir des conséquences propices à la mise en langage d'un langage commun, contribuant à la construction d'une théorie unifiante, traducteurs, sociolinguistes, sociologues et bien d'autres chercheurs relevant de divers champs donc, disciplinaires. Alors, notre proposition, donc, je n'ai pas le temps donc, pour déconstruire ce que nos illustres devanciers ont proposé, mais je vais directement à ma proposition. Les spécialistes comprendraient un peu la différence de ce qui était proposé et de ce que je prétends aujourd'hui. Afin d'analyser les concepts surmentionnés, donc, c'est-à-dire bilinguisme et diglossie, objet de notre recherche, de manière dynamique, tout en évitant l'érodique, nous estimons que le contact des langues donne lieu à un continuum allant du monolinguisme au plurilinguisme et de la monoglossie à la polyglossie, conformément au schéma suivant. Alors, vous aurez compris que nous avons de ce côté-là, nous sommes du côté de la langue, du système abstrait, et au-dessous de cette ligne rouge, nous sommes du côté de la parole. Donc, pour moi, en tant que chercheur, donc, ça je vais proposer dans divers articles et communications. Donc, notre continuum va du monolinguisme en passant par le bilinguisme, qui est la forme la plus simple du plurilinguisme, donc jusqu'au plurilinguisme. Alors là, nous sommes du niveau 1, nous sommes du côté du système qui est abstrait, sous-jacent, qui est une capacité, une compétence. C'est un peu, c'est un phénomène social parce que dans la littérature sociolinguistique, le plurilinguisme est présenté comme étant un phénomène individuel qui peut devenir social. Alors que pour moi, le bilinguisme ne saurait être individuel, ne saurait être que social. C'est quelque chose donc d'abstrait et j'emprunte donc les termes de la génétique. C'est une sorte de génotype langagier ou verbal. Alors que de ce côté-là, nous parlons de monoglossie, diglossie, biglossie, polyglossie. Nous sommes du côté de la parole. C'est l'actualisation donc du monolinguisme, du plurilinguisme. C'est la concrétisation du système. Donc c'est une utilisation, un usage, une performance. C'est une sorte donc de phénotype. Donc le bilinguisme est à la diglossie, ce que la langue est à la parole. Vous aurez remarqué ici l'apparition d'un nouveau terme, diglossie, au lieu de diglossie. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Alors, voilà, en définitive, le bilinguisme, en tant que forme la plus simple du plurilinguisme, serait fort probablement un phénomène social qui renvoie à la capacité théorique qu'un locuteur, membre d'une communauté humaine donnée, donc utiliser, de s'exprimer, de penser dans deux systèmes linguistiques. La diglossie désigne la situation dans laquelle, au niveau d'un territoire donné, il y a concrétisation, actualisation de deux systèmes linguistiques par un individu, donc membre d'une communauté donnée. Ceci coexiste suivant
une répartition socialement codifiée, explicitement et ou implicitement, des statuts, usages et fonctions. Nous prétendons que la diglossie relèverait de la sphère individuelle. Il est de signaler que la plupart des communautés humaines connaissent d'une manière ou d'une autre des situations diglossiques. En d'autres termes, il est une sorte de génotype langagier, ensemble de caractères génétiques sociolinguistiques du répertoire langagier d'une société donnée pouvant s'exprimer ou non à travers son phénotype, c'est la diglossie. Celle-ci n'est autre que l'actualisation de cette compétence. En guise de précision, dans le respect de ce qui précédait, nous proposons l'appellation diglossie, renvoyant à une relation interlectale, parce que c'est une polémique qui a lieu depuis toujours entre les sociolinguistes. Quand les deux systèmes linguistiques sont apparentés génétiquement, ils sont appelés diglossies. Et quand ils ne le sont pas, on va encore les appeler bilinguisme, ce qui est une confusion monumentale. Moi, j'ai trouvé une petite astuce. Donc, diglossie, on est dans une perspective intralectale, c'est-à-dire entre deux lettres, symbolisées par le préfixe grec di et gloss, qui est langue, grec. Alors, quand ils ne sont pas apparentés génétiquement, j'ai tout simplement remplacé di par di, qui est un préfixe latin, et alors que gloss est grec, donc pour dire que c'est la même. Gloss renvoie un peu à cette opérationnalisation de la langue, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la langue, on est dans l'opérationnalisation, l'actualisation, d'accord, ajraha, donc, et donc c'est symbolisé donc, par deux éléments, latin et grec. Alors, il serait pas utile de souligner que les concepts revus que je viens de vous présenter, de soumettre à votre appréciation, ont une implication négative sur les différentes situations sociolinguistiques de par le monde, en ce sens qu'ils font usage d'une panoplie de termes déroutants, de qualificatifs déroutants, haute, high, langue haute, langue basse, dominant, dominé, fort, faible, précision, non précision, comme si c'était des qualités intrinsèques ou inhérentes aux langues, alors qu'il n'en est rien, et qui sont simplistes à nos yeux. Ceci est d'autant plus évident qu'ils traduisent des dichotomies réductrices qui ne tiennent compte ni de la dynamique des sociétés qui parlent, ni des statuts des systèmes, qui ne sont jamais stables, ni des contextes sociaux, économiques, culturels, politiques, qui sont de plus en plus mouvants. Alors, problématique. L'un des plus grands problèmes dans ce système éducatif marocain, je le rappelle, réside dans le choix des langues d'enseignement. Et là, je ne parle pas de l'enseignement des langues, je parle des langues de l'enseignement. Parce qu'il est vraiment, il est improductif de parler d'enseignement de langue, au moins dans les filières dites scientifiques. On y enseigne des concepts et non pas les langues. Les efforts déployés par tous les protagonistes en charge de ce grand secteur de la vie sociétale demeurent inefficaces, puisqu'ils tergiversent entre la première langue officielle arabe standard et la première langue étrangère, le français, sans jamais faire appel aux langues premières, maternelles des citoyens, que sont l'amnésique et l'arabe dialectal. En vertu de ce que nous avons évoqué, quant à cette ouverture de plus en plus croissante dans la société du troisième millénaire, la dite problématique devient plus complexe dès lors que nous sommes appelés à nous ouvrir sur davantage de contextes et de langues. D'où la problématique suivante qui pourrait intéresser nos jeunes doctorants aussi. Bon, ça c'est une question de recherche. Comment le Maroc se permettrait ou pourrait s'ouvrir sur d'autres contextes, langues et cultures, au niveau de la macro-échelle, en nom de cette ouverture, alors qu'un cloisonnement persiste, caractérisé sur une véritable ouverture au niveau de la micro-échelle. On n'est pas ouvert sur nos langues nationales et nous sommes appelés à nous ouvrir davantage sur d'autres langues. Ça, c'est une très grande problématique. Quand bien même on voudrait s'ouvrir, mais il faudrait aussi être réaliste, quand bien même on voudrait s'ouvrir sur nos langues nationales, certaines difficultés peuvent être mises en relief. Concernant l'arabe standard, l'arabisation de l'enseignement s'est limitée au niveau primaire et secondaire et n'a été accompagnée ni de l'arabisation du marché du travail, ni des domaines liés à la finance, etc. Ces domaines d'usage sont plus réduits que chacun des systèmes linguistiques en contact, alors que c'est la première langue officielle. C'est une hypocrisie donc caractérisée. Concernant la nazir, et l'on prétend que l'arabisation n'a pas marché. Concernant la nazir, outre les termes ambigus de sa soi-disant constitutionnalisation, cette dernière est restée obsolète dans cette constitutionnalisation en l'absence de loi organique qui est à venir depuis 2011, et sa standardisation ne répond pas aux critères scientifiques prônés en matière d'aménagement linguistique. Je crie haut et fort, je suis détesté pour cela, pour dire qu'il n'y a pas de standardisation, du moins
dans les règles de l'art, comme cela est reconnu dans le... On ne peut pas standardiser des centaines de langues alors qu'on n'a pas procédé à une étude dialectologique d'envergure pour inventorier au match que nous avons sur le... Ce que vous entendez par amazigh, c'est quelque chose d'abstrait. Et même les trois géomètres, appelés tashkit, tamazigh, talifit, sont abstraits. C'est seulement ma compétence de locuteur natif qui va me dire que ce locuteur appartient à l'une et ou l'autre donc de ces trois géomètres. Pour ce qui est de l'arabe dialectal, bien qu'il soit le premier véhiculaire au niveau national, une standardisation potentielle n'est pas à l'ordre du jour, compte tenu du fait qu'il est le fruit de la fusion lointaine, historique, entre l'arabe standard et l'amazigh. Il y a des voix qui s'élèvent même pour dire pourquoi ne pas l'appeler simplement la darija, parce que ce qui est connu sous l'appellation arabe dialectale emprunte grosso modo sa syntaxe à l'amazigh et son lexique à l'arabe standard. Alors pourquoi l'appeler l'arabe dialectal? Je ne prends pas position, simplement je constate. Alors, s'il est vrai que l'ouverture sur les langues étrangères, à commencer par le français, est une chose bénéfique et incontournable, l'hégémonie des langues des grandes puissances n'est plus acceptable au nom de la souveraineté nationale, siyada al-wataniya, du droit, aussi bien le droit à l'éducation que le droit à une identité nationale, de la sauvegarde du patrimoine linguistique et culturel, et l'on parle d'école linguistique, locale, régionale, nationale et mondiale, de la promotion du dialogue et des échanges par la diversité linguistique. À ceci s'ajoutent les considérations d'ordre pédagogique qui ne se justifient plus. Juste à titre de rappel, tous les curricula les plus avancés du monde entier soulignent la primauté de la langue maternelle première dans l'éducation de l'individu. En fait, la langue de socialisation de l'individu. À ce sujet, la dernière loi cadre qui a fait couler beaucoup d'encre du fait que si la diversité linguistique est devenue chose acquise au Maroc, il n'est plus discutable, le maintien du français en tant que seule langue d'enseignement des disciplines non métalinguistiques, c'est-à-dire les sciences pures, les sciences métalinguistiques, sont les sciences donc, ou les approches qui ont la langue comme, à la fois comme objet et outil de travail. Ne peut ni être compris ni être justifié, puisque la première langue officielle du pays, qui est l'arabe standard, est évacuée de ce secteur vital de la vie sociétale. Alors qu'on arrête de me dire que l'arabe standard ne peut pas véhiculer la science. Toutes les langues du monde peuvent véhiculer la science. D'accord? Il n'y a qu'à voir les pays du G20, chacun parle sa langue et produit dans sa langue. Le problème, c'est ce qui est au niveau des usagers et non de la langue elle-même. Il y a plusieurs siècles déjà, quand le français était un simple patois, l'arabe standard était le principal véhiculaire des sciences sur le plan mondial. Ceci est tout simplement un geste qui est d'abord anticonstitutionnel, c'est l'évacuation de l'arabe standard dans l'enseignement des branches scientifiques. C'est tout simplement un geste qui est d'abord anticonstitutionnel, non scientifique, non pédagogique et par-dessus tout improductif. Le compte est que ce geste anticonstitutionnel est le fait de personnes représentant le pouvoir législatif, les deux chambres, la Chambre des représentants et la Chambre des sénateurs, qui devraient pourtant être les premières à veiller sur le respect de la Constitution. Alors, autant changer la Constitution, mais ne pas voter contre ce qui est préconisé dans la Constitution. Alors, que faire dans cette situation? Il y a des propositions, bien entendu. Prenez le plurilinguisme en donnant la priorité aux langues nationales. Ceci en qualifiant l'amazigh et l'arabe dialectal, en requalifiant l'arabe standard, c'est vrai que l'arabe standard souffre d'un petit déficit terminologique, mais citez-moi une seule langue au monde qui a l'apanage de toute la terminologie scientifique. Chaque l'empreinte, et puis le fait de recourir à d'autres idiomes est chose naturelle et normale. Et puis en s'ouvrant de manière pragmatique et raisonnée sur les langues étrangères, sans restriction aucune. Comment? Une piste intéressante, qui est un peu c'est une approche donc, développée au sein du laboratoire langue des sociétés, c'est le restaurant qui consiste à Knipa, et bien sûr au LCP à Marrakech, donc le technolectre, l'approche technolectale. Je vous laisse un peu méditer donc, sur la définition ô combien scientifique de Leila Sodi. Un technolectre peut être défini comme un savoir-dire verbalisant par tout procédé linguistique adéquat, un savoir ou un savoir-faire. Donc, connu sous d'autres appellations, langue spécialisée, langue de spécialité, langue technique et scientifique, les technolectres correspondent, donc en fait le technolectre fonctionne comme un hyperonyme, un nom générique pour désigner toutes ces appellations. Les technolectres correspondent à des ensembles langagiers en liaison avec
divers domaines de l'activité humaine et sont de deux sortes. Des technologies savantes véhiculées par des langues savantes, comme l'arabe standard, le français et l'anglais, ou toute autre langue codifiée et standardisée, écrits en usage en milieu universitaire et dans d'autres écoles supérieures, et ceux ordinaires, véhiculés par des langues qui ne sont pas codifiées, relevant de la vie quotidienne ordinaire relativement à des savoir-faire. Je vous remercie.